Ce bulletin d'information vous est présenté par les Caisses Desjardins de la région de Portneuf qui sont fiers de mettre en valeur les initiatives des gens d'ici. Nous sommes le jeudi 2 mai 2019. Ici Michel Beausoleil. Voici votre téléjournal communautaire. Au menu cette semaine, l'amour de la terre et sa biodiversité était au cœur du 16e Festival de films pour l'environnement de Saint-Casimir. Vous entendrez une entrevue avec la présidente d'honneur, Yolande Cadrin-Rossignol. Le domaine Hébert à Deschambault-Grondines sera le premier dans l'Est du Canada à mécaniser sa récolte de pommes l'automne prochain. La Corporation de transport régional de Portneuf a le vent dans les voiles et plusieurs projets sont en développement. La Fédération professionnelle des journalistes du Québec lance une offensive pour valoriser le métier de journaliste. Nous avons une entrevue avec le président de la FPJQ section Québec, Alexandre Duval. Et une campagne de sensibilisation est lancée pour prévenir l'introduction du myriophylle à épi. Tout d'abord, les résidents et commerçants du centre-ville de Saint-Raymond sont épargnés d'un débordement de la rivière Sainte-Anne en ce printemps 2019, qui aurait été par contre dévastateur pour bien des résidents riverains au Québec. Le débit de la rivière Sainte-Anne au centre-ville aura atteint un sommet dans la nuit de ce samedi à dimanche 27 et 28 avril avec 480 mètres cubes secondes. On estime que le débit maximum que la rivière peut supporter en eau libre avant de déborder est de 900 mètres cubes secondes. La 16e édition du Festival de films pour l'environnement, le FFPE, qui a pris fin le dimanche 28 avril dernier, aura été marquée, oui, par la décoration de son cofondateur Léo Denis-Carpentier comme chevalier de la Pléiade, mais surtout pour son message d'amour envers la Terre et sa nature. 13 films étaient en compétition internationale et plusieurs activités se tenaient autour du thème central du cinéma et de l'environnement, dont plusieurs auprès des enfants, et sans oublier les kinoïdes du cabaret Kino, une épreuve de création de films en seulement 72 heures. L'organisation estime à 800 le nombre de personnes qui ont participé à l'une ou l'autre des activités durant la semaine du 22 au 28 avril. Le Grand Prix Jacques Languirand, décerné par le jury, a été remis à Niki Velissaropoulou de la France pour son documentaire « Nous ne vendrons pas notre avenir ». Il s'agit d'une histoire de projet de mine d'or à ciel ouvert dans la région paradisiaque du nord de la Grèce. Et ce projet de mine d'or est mené par une entreprise canadienne. Soulignons que la veuve du cofondateur du Festival de films à Saint-Casimir, Jacques Languirand, Mme Nicole Dumais, était de l'occasion samedi soir au gala de remise des prix. Elle était une des 5 membres du jury, présidé par la comédienne Geneviève Bilodeau. Le prix du public a été remis au duo canadien Nova Ami et Velcro Ripper pour leur film Métamorphose, un documentaire qui témoigne de la perte d'un monde et la naissance d'un autre. Pour la première fois cette année, la Fondation David Suzuki s'est associée au FFPE. Le Québécois Louis-Martin Paradis s'est mérité un contrat de réalisation-montage avec la Fondation David Suzuki pour son documentaire Les Dépossédés. Les Dépossédés traitent de la réalité quotidienne des petits agriculteurs en détresse de différents pays devant l'agriculture industrielle.
Et finalement, le documentaire sénégalais « Poisson d'or, poisson africain » de Thomas Grand a remporté le prix du meilleur film étranger. Le documentaire montre la résistance de pêcheurs artisans du sud du Sénégal face à la concurrence extérieure. Cette 16e édition se tenait sous la présidence d'honneur de la documentariste professionnelle Yolande Cadrin-Rossignol, qui a réalisé 3 documentaires avec l'astrophysicien, communicateur scientifique et écologiste québécois Hubert Reeves. 2 de ces films ont été projetés sur les écrans du Festival de films pour l'environnement de Saint-Casimir et présentés par l'auteur, dont le 3e, La Terre vue du cœur, sorti l'an dernier et présenté à l'Hôtel de Ville de Saint-Casimir vendredi soir dernier. Écoutons une entrevue que Mme Yolande Cadrin-Rossignol nous a accordée samedi soir avant la remise des prix. Bonsoir, Madame Rossignol. Bonsoir. Madame Rossignol, tout d'abord, faisons le lien. Quel est le lien que vous avez avec le Festival de films pour l'environnement ici à Saint-Casimir? J'ai un lien étroit, je dirais, parce que le tout premier film que j'ai fait avec Hubert Reeves a été présenté ici, il y a 16 ans. Et c'est mon 3e. Et je suis très heureuse de venir le présenter ici, enfin d'être venue le présenter ici. Oui. Oui, alors c'est un lien étroit parce que pour moi, c'était vraiment passionnant de venir le présenter en 2003. Mais je veux dire, c'est encore plus intéressant parce que là, j'ai fait 2 autres films et le 3e, là, justement, a été montré hier soir avec une très belle réception. Oui. Et peut-être, justement, parlez-nous de la relation que vous avez avec Hubert Reeves. Oui. Qu'est-ce que vous retenez de cet homme scientifique, vulgarisateur et tout? Ben, c'est devenu un grand ami. Hein? Ça fait 20 ans maintenant, presque. Tout à fait 20 ans que je travaille avec lui. Et il faut développer une relation assez intime pour être capable de tourner avec lui de la façon dont je l'ai fait. Parce que bien sûr, il est appelé à donner des tonnes d'entrevues, de reportages, parce qu'il est une grande vedette en Europe. Je pense que les gens n'ont pas conscience à quel point il est connu en France et tout ça. Là, j'ai eu l'occasion de me promener dans la rue avec lui, puis les gens se retournaient, c'est Hubert Reeves, c'est Hubert Reeves. Bon, alors, c'est une méga star là-bas. Alors, mais donc, il faut le sortir de ces sentiers battus-là et aller dans un registre plus intime. Et ça, on a développé une très belle relation ensemble, amicale. Évidemment, j'ai beaucoup potassé tous ses livres, j'ai beaucoup étudié tout ce qu'il dit, tout ce qu'il fait, regardé toutes les entrevues qu'il donne ou qu'il a données. Enfin, ça a été un immense travail. Je suis presque toujours en sa présence. Il n'est pas toujours là, hein, bien sûr, mais je suis en montage ou je suis en visionnement, mais il est presque toujours quelque part dans ma vie. Voilà, oui. Qu'est-ce qu'on doit retenir justement du premier documentaire que vous avez réalisé avec lui? Bien, c'est très intéressant de penser que, premièrement, j'avais fait un film d'1 heure à ce moment-là, parce que c'était un format dont je savais qu'il allait être amplement distribué, ce qu'il a été à travers tout le Canada, en anglais et en version sous-titrée anglaise. Ça a très, très bien marché pour l'ONF. Mais ce documentaire-là ne me permettait pas d'aller à fond dans toutes les idées. C'était comme un portrait général d'Hubert, de toute sa pensée, en tant qu'être humain, en tant qu'astrophysicien, et on terminait évidemment avec une réflexion sur l'environnement déjà, parce que ça fait 30 ans qu'il est préoccupé par l'environnement, Hubert Reeves, et que ça le soucie beaucoup. Et dans le DVD qui accompagnait le film à sa sortie en DVD, on avait fait une séquence complète aux îles de la Madeleine où il parle vraiment de l'érosion des îles et de l'élévation du niveau des mers, parce que c'était déjà ça il y a 20 ans. Hein? Je veux dire, et il le déplorait, il le prédisait, mais c'est en train de se passer. Vous le savez, c'est très triste. J'adore les îles de la Madeleine et lui aussi, mais vraiment, c'est très marquant de penser que 20 ans plus tard, c'est en train de se passer. Le deuxième film, c'était sur l'astrophysique. Encore là, c'est un autre domaine où il excelle. Il fallait au moins lui rendre justice à ce niveau-là. Il est avec un de ses amis qui est plus jeune que lui, mais qui est un très grand astrophysicien aussi. En fait, c'est la première personne qui a fait un modèle mathématique des trous noirs
noir, et qui, grâce à ça, en ce moment, est très à la mode parce qu'on vient d'avoir la première photographie d'un trou noir. Alors, c'est Jean-Pierre Luminet. Alors, donc, ça, c'est le deuxième film et qui se termine encore pour Hubert dans un propos sur l'environnement. C'est sa passion. Alors, moi, je me disais, c'est pas possible. J'ai eu la chance de travailler, de développer cette relation-là avec lui. Il faut la pousser plus loin, cette réflexion. Et il faut faire un troisième film. Et par bonheur, une des personnes qui avait travaillé sur la mise sur le web d'un site merveilleux sur le deuxième documentaire et qui avait rencontré Hubert Reeves et tout ça, elle était entre-temps devenue productrice et on s'est rencontrés et je lui ai dit, il faut faire ce film. Elle m'a dit absolument, il faut faire ce film. Elle a mis toute son énergie parce que ça prend de l'énergie. C'est drôle, on pense que c'est donné parce que c'est Hubert Reeves, tout le monde va dire oui. C'est absolument pas ça. Les gens ont toujours peur que ça soit trop scientifique, que ça soit trop ceci, trop cela, etc. Et puis finalement, on a réussi à nous deux à faire ce film. Oui. Voilà. Et justement, la Terre vue du cœur, qu'est-ce qu'on retient de ces propos essentiellement? Mais c'est parce que tout le monde a vu des films sur l'environnement, vous, moi, tout le monde. C'est apocalyptique. La plupart des films sur l'environnement sont moralisateurs, déprimants, apocalyptiques. Ils nous disent que la situation est détériorée. Elle est détériorée. Il ne s'agit pas de le nier. Il ne s'agit pas de même refuser l'idée qu'il puisse y avoir un effondrement total de la civilisation dans laquelle on est. Mais ce qu'il faut retrouver, c'est notre amour de la planète. Parce que même si tout s'effondre, il va falloir trouver ensemble des façons de s'en sortir. Parce qu'il y a une autre loi de la jungle, comme aiment à le dire les collapsologues français. La première loi de la jungle, c'était celle qu'on a attribuée à Darwin faussement, tout à fait faussement. Il n'a jamais dit que c'est le plus fort qui gagnait, c'est le mieux adapté pour Darwin qui gagnait. Et il n'était absolument pas de cette école de domination de la nature. Mais l'autre loi, c'est la loi de l'entraide. Et comment allons-nous nous entraider si on ne le fait pas d'abord pour la planète qu'on aime? Comment est-ce qu'on peut agir sans l'amour de quelque chose? On ne peut pas agir vraiment. On ne peut que se détériorer à faire des choses sous la contrainte et sous la culpabilité. Ça ne marchera jamais. On agit bien les êtres humains quand on est motivé par l'amour. On vient de le voir là. Oui. Alors, voilà. Vous avez parlé justement de domination. Il y a une pensée dominante. On a l'impression, l'être humain, qu'on peut dominer la nature, on peut la contrôler. Mais avant cette pensée linéaire-là, existait quand même l'être humain qui vivait dans une pensée peut-être plus circulaire, un peu comme les Amérindiens pouvaient avoir développé. Avez-vous l'impression justement qu'on revient à ces sources fondamentales entre l'humain et sa relation avec la nature? Absolument. C'est-à-dire, il faut revenir là. C'est certain qu'on fait affaire à un grand blocus, là. Mais je veux dire, il faut revenir là. Il ne faut pas oublier que la domination de la nature, ça a commencé par la domination d'autres êtres humains, et notamment des femmes. Et il n'y a pas un grand chemin à parcourir entre les femmes et la nature. Et les femmes vont peut-être être celles par qui, si vous permettez le mot, la rédemption va s'opérer, parce que les femmes sont restées par nature en contact avec la nature. Et alors, c'est cette question de la relation et de la non-domination des autres, parce que tout est dominé actuellement. On est dominé par des forces qu'on ne nomme même pas. Il fut une époque où on savait que le roi, c'était un tel, on pouvait lui trancher la tête, ça allait bien. D'une certaine façon, c'était simple. On pouvait dire c'est ça qui marche pas. Mais c'est pas ça du tout en ce moment. Les forces sont occultes, sont énormes, et elles jouent constamment contre nous. En plus, elles manipulent les foules à travers toutes sortes de réseaux occultes aussi. Et les fausses nouvelles, les mauvaises nouvelles, on est inondé de mauvaises nouvelles. Donc, il faut s'attaquer à tout ça, mais on ne peut pas s'y attaquer de front. On ne peut pas trancher la tête de tous ces gens-là. Je veux dire, c'est en transformant profondément nos propres mentalités, à commencer par, je dirais, nos mentalités même spirituelles, en fait. Il faut regarder la nature autrement, avec un regard beaucoup plus intérieur
qu'on l'a fait, oui, ça relève beaucoup de la pensée amérindienne. Je leur rends hommage. Mais tous les peuples autochtones à travers la planète ont conservé ce lien-là. Et pour cette raison-là, il y a une femme qui les représente bien. Il y a 2 personnes dans le film qui les représentent bien. Il y a Robin Kimmerer, qui est une botaniste scientifique occidentale, mais amérindienne. Donc, elle a toute la science amérindienne à son actif. Et il y a aussi un très jeune homme qui est un Aztèque d'origine qui se bat contre le gouvernement Trump, mais depuis l'âge de 6 ans, et qui lui aussi porte ces valeurs-là à leur sommet, je dirais. Oui. Alors, c'est ça, là. Je veux dire, oui, il faut renouer avec une attitude prédominatrice de la nature. On est parti de la nature. On n'a pas à la dominer. L'homme n'est pas le roi de la nature, c'est pas le sommet de l'évolution. C'est ça qu'il dit, Hubert Reeves, tout le temps dans le film, tout le temps. Et peut-être en terminant, où en êtes-vous dans votre carrière de documentariste aujourd'hui? Je suis très propulsée en avant par le fait que le film marche très, très bien. Ici, au Québec, mais en Europe aussi, très, très bien. Il est projeté partout. Et je suis donc en train de travailler sur un autre film qui va s'appeler L'Océan, vue du cœur. OK. C'est immense. Il faudrait peut-être que je reparle à Christian Hébert, qui me parle à son tour de l'océan. Et je suis aussi en train d'écrire un livre sur la Terre vue du cœur qui m'a été demandé en France. Parce que j'avais fait un premier livre sur le 2e film que j'avais réalisé avec Hubert Reeves, qui était du Big Bang au vivant, sur l'astrophysique. Et ça a donné lieu à la rédaction d'un livre qui est publié en France, mais qu'on trouve ici au Québec, partout, là, chez Renaud Bré. Ça s'appelle Dialogue sous le ciel étoilé. Mais le 2e livre va s'appeler tout simplement La Terre vue du cœur. Oui. Alors, Yolande Cadrin-Rossignol, merci beaucoup. Merci à vous. Parmi les conférences du samedi après-midi sous le thème Journée du terroir, on retrouvait celle du producteur de petits fruits et de cidre Christian Hébert, propriétaire du domaine Hébert à Deschambault-Grondines, qui dévoilait en primeur ses innovations en recherche et en mécanisation des récoltes. Dès l'automne prochain, grâce à un programme gouvernemental, l'entreprise pourra utiliser une récolteuse de pommes dans ses vergers. On l'écoute. Ce mois-ci, on avait déposé dans un programme qui est l'initiative ministérielle en productivité végétale, hein, et on va mécaniser la récolte des pommes. Hein. C'est une machine pour la pomme à cidre en fin de saison, hein, qui nous permet de faire la tournée du verger, hein, et qui remplace quasiment une vingtaine d'ouvriers par 2 ouvriers spécialisés pour opérer là, la machinerie. Un bras qui se déporte sous les arbres, ramasse les pommes. Les pommes vont passer par un convoyeur, brossé, lavé, mis en benne et prêt pour la transformation. Hein. Cette mécanique inventée et importée d'Europe est utilisée chez certains producteurs du sud du Québec, mais le domaine Hébert sera le seul et le premier à mécaniser sa récolte de pommes de la capitale nationale à tout l'est du Canada. De plus, dans le cadre de sa transition pour afficher les standards de l'agriculture biologique, des recherches sont en cours pour réduire complètement l'utilisation des applications de pesticides, dont l'utilisation des phéromones et des couleurs chez les insectes. On continue notre projet au niveau de la confusion sexuelle contre le carpocaps de la pomme, un papillon de nuit. Également, on est dans une étude avec l'Université Laval, une étude sur le spectre des couleurs chez le scarabée japonais. Hein. Et après la phase test de l'année passée au niveau de la drosophile à ailes tachetées, la drosophile Suzuki, hein, des applications foliaires de chaud de nuit, on continue cette année, mais là avec le projet officiel. Hein. Rappelons que le domaine Hébert à Deschambault-Grondines a développé la première machine en Amérique qui récolte la framboise jaune d'automne utilisée pour la fabrication de son cidre. Un nouveau cidre mousseux aromatisé à la framboise jaune sera sur le marché dès l'automne prochain et il prévoit dans la prochaine année lancer une vodka pomme framboise, une première au Canada. Rappelons que Christian Hébert était le candidat du Parti québécois dans Portneuf aux dernières élections provinciales et portera les couleurs du Bloc québécois, non pas dans Portneuf-Jacques-Cartier, mais dans Louis Hébert, la partie ouest de la ville de Québec, aux prochaines élections fédérales du 21 octobre prochain.
La Corporation du transport régional de Portneuf, la CTRP, tenait le jeudi 25 avril dernier son assemblée générale annuelle à l'hôtel de ville de Pont-Rouge. Saint-Basile et Saint-Casimir sont maintenant intégrés au réseau qui offre 2 navettes journalières Portneuf-Québec du lundi au vendredi et 3 parcours de la navette Or pour les aînés une fois par mois. 4 autobus sont équipés pour transporter les personnes handicapées dans Portneuf ou vers Québec selon les besoins. Des taxis adaptés sont aussi disponibles dans Portneuf pour transporter des personnes à mobilité réduite. La CTRP offre aussi une application web pour favoriser le covoiturage. 268 stationnements dans Portneuf sont disponibles aux covoitureurs dans 17 des 18 municipalités de Portneuf. L'organisation dispose maintenant d'une vingtaine de points de vente de billets sur le territoire. En termes d'achalandage, comme ailleurs au Québec, on notait une baisse dans le transport collectif au Québec depuis 2015 jusqu'à la fin 2017, mais une tendance forte à la hausse depuis l'an dernier. La directrice générale, Maryse Perron, nous démontre l'évolution de l'achalandage du transport collectif et adapté dans Portneuf et une popularité débordante chez les aînés dans l'Ouest, à refuser même des passagers. On s'aperçoit qu'on avait amorcé une légère hausse en 2017. Là, on revoit en 2018. On suit les tendances. La tendance est au transport collectif. On a le vent dans les voiles et on est reparti en remontant. Et donc, on a fait 26 180 déplacements en transport collectif qui ont été réalisés en 2018. Transport adapté, même chose. Donc, on a une croissance légère, mais quand même là, on avait une stabilité vitesse de croisière et maintenant, on a une légère hausse, 24 070 déplacements en transport adapté. Navette journalière Portneuf-Québec, on le voit, on est en la hausse aussi. On est au-delà de 22 000, près de 23 500, pardon. Navette Or, ça, nos aînés adorent nos services et embarquent toujours de plus en plus nombreux. D'ailleurs, la navette de l'Ouest, qui dessert les municipalités plus à l'Ouest, déborde. On est envisagé d'augmenter la fréquence ou de voir si on ne mettait pas quelque chose en place pour offrir plus de places, parce que depuis les 3 derniers mois, on a commencé à refuser des gens. Tellement débat, on a 52 places dans cet autobus. En septembre dernier, on estimait que 54 des usagers du transport collectif dans Portneuf sont étudiants, comparativement à 24 en début d'année 2018. Sur le plan financier, la Corporation gère un budget de quelques 900 000 $, dont 520 000 proviennent du ministère des Transports du Québec et près de 200 000 du monde municipal dans Portneuf, MRC et municipalités participantes. Pour 2018, on affiche un déficit de 21 000 $ et on prévoit un déficit de 132 000 en 2019 qui seront assumés par les surplus accumulés. La corporation, présidée par M. Raymond Franqueur, a dû faire face à des imprévus comme le retard des montants de subventions du gouvernement pour 2018 et une coupure équivalent aux revenus engendrés par la vente d'espaces publicitaires sur l'autobus. Le conseil d'administration a décidé de ne plus vendre de la publicité sur l'autobus, mais de valoriser la MRC de Portneuf. M. Franqueur espère obtenir une bonification des subventions provenant du nouveau gouvernement pour valoriser et mieux répondre aux besoins du transport collectif des résidents de la MRC de Portneuf. La CTRP entend, entre autres, en 2019, mettre en place une billetterie électronique et un système de transport intelligent, installer des abribus, louer les services d'autobus en dehors des services rendus, en plus d'élaborer un plan de transport 2020-2025 en collaboration avec la MRC de Portneuf. La Ville de Saint-Raymond, l'Association des propriétaires du lac Sept-Îles et la CAPSA ont officiellement signé ce jeudi après-midi une entente de partenariat pour prévenir l'introduction du myriophile à épis dans le lac Sept-Îles, une plante aquatique exotique envahissante. Il faut dire qu'on ne retrouve pas de cette plante indésirable actuellement dans le lac Sept-Îles. Écoutons une entrevue que nous a accordée M. Marc Rondeau de l'Association des propriétaires du lac Sept-Îles.
Monsieur Rondeau. Bonjour. Monsieur Rondeau, vous annoncez officiellement un partenariat, en fait, avec la ville de Saint-Raymond et la CAPSA pour prévenir justement l'introduction de la myorophylle AIP. Quelles sont les actions concrètes que vous allez entreprendre au cours des prochaines semaines, justement, pour sensibiliser la population? OK. Bien, la première action concrète, évidemment, aujourd'hui, c'était la signature de l'entente. C'est quand même pas un précédent, mais c'est quelque chose d'un peu officiel qu'on a voulu faire avec la CAPSA, la ville de Saint-Raymond, de vraiment signer une entente. Et dans l'entente, il est prévu une annexe qui dit voici les volets d'intervention sur lesquels on veut travailler. Et il y a 4 grands volets sur lesquels on veut travailler. Il y en a un premier qui est de concertation. On peut parler de concertation comme quelque chose d'un peu général des fois, mais c'est plus que ça. Nous, c'est vraiment une table de concertation qui va être formée parce que pour contrer la myriophylle AIP, ce qui est important, c'est de se parler. Et surtout, tous ceux qui peuvent avoir des accès au lac, parce que la myriophylle s'introduit par des accès au lac. Donc, on va réunir ces personnes-là. Ça, c'est la concertation. Il y a un deuxième volet qui est celui de la sensibilisation. Je pense qu'on parle du myriophylle AIP, c'est peut-être quelque chose que l'on connaît, mais peut-être pas tant que ça. Alors, il faut informer, sensibiliser, puis au-delà de sensibiliser aussi, c'est dire, oui, mais on fait quoi? Nous, comme citoyens, comme riverains, qu'est-ce que je peux faire, moi, une fois que je suis sensibilisé, pour pas que ça s'introduise dans le lac? Oui. Alors, la sensibilisation, c'est le quoi, le pourquoi peut-être un peu moins parce que les gens voient les impacts, mais c'est le comment. Ça, c'est important. L'autre volet, c'est aussi l'adoption de bonnes pratiques. Donc, ça veut dire à tous les accès autour du lac, on va tenter de former les gens pour qu'ils inspectent bien les bateaux, les kayaks, ainsi de suite, pour vraiment faire le nettoyage du bateau avant que ça rentre dans l'eau, avant que ça soit mis dans le lac. Dernier volet qui est important, la détection. La détection, ça veut dire, de façon très simple, nous, on a déjà des gens ici au lac, des bénévoles, des riverains, qui disent, moi, je veux avoir un œil sur le lac. Ça se faisait déjà, mais je veux le regarder. Maintenant, dites-moi comment est-ce qu'on pourrait se réunir en groupe. On va former une sorte de brigade. La brigade des yeux, ou une brigade verte, mais qui va être vraiment à l'affût. Alors, il y a des opérations de détection qui vont se faire pendant l'été, encadrées par la CAPSA. Il faut être formé, il faut connaître la plante quand même. Hein? C'est pas d'arracher des nénuphars et dire que ça, c'est un myriophylle. Oui. Donc, c'est formé avec la CAPSA. Et ça va être fait pendant l'été. On parle surtout du mois d'août. Peut-être début septembre, il va en avoir des opérations avec des ateliers pratiques, de formation. Et la détection, il y a aussi un volet qui est important, c'est de faire de la détection précoce, oui, mais aussi, si on en trouve, qu'est-ce qu'on fait? Oui. Parce que le myriophylle, ce qui est important à savoir, c'est que si on en voit, il ne faut pas arracher ça comme on arracherait un morceau de gazon, là. Parce qu'un seul fragment du myriophylle, puis qui flotte dans un lac, ça peut reproduire un herbier. Puis qui dit un herbier, bien après ça, c'est d'autres herbiers, puis ainsi de suite. C'est comme ça que ça se reproduit. C'était vraiment une vilaine bête, là, le myriophylle. Alors, quand on veut enlever ça, il y a vraiment une technique. Alors, nous, on va voir, dès qu'on va trouver, si jamais, il n'y en a pas au lac Sept-Îles. Première des choses, il n'y en a pas. Mais si jamais on en voit, les gens vont être formés, puis les riverains aussi vont être formés et dire, maintenant, on fait quoi? Alors, il va y avoir, dans les termes, on appelle ça un protocole d'intervention. Une fois qu'on en a vu, qu'est-ce qu'on fait? Pour que les gens soient visés. Puis nous aussi, qu'on sache comment faire. Comment la ville doit faire. Comment la CAPSA doit faire aussi. C'est pas en mode prévention, là, toujours. Là. Oui. Bien, en gros, donc, c'est les 4 volets. Oui. 4 volets d'intervention. Vous prévoyez rencontrer, en fait, chaque résident en fait, 400 à domicile? Auprès des riverains, on va faire 2 choses. La première, c'est qu'on a une rencontre le 19 mai. Tout le monde va être appelé. Ici, aujourd'hui, on est au Club nautique. C'est l'endroit, le Club des riverains, de l'association, mais de tous les riverains du lac. Là. Donc, il est prévu une rencontre d'information pour tout le monde. Alors, on va inviter le plus grand nombre, évidemment, par tous les moyens qu'on peut. Ça, c'est la première action où on va informer les gens. C'est qu'est-ce qui se passe cet été, la myriophylle. Bon. On va les inviter à faire partie de brigades.
On va les inviter à certains à être sur la table de concertation. Donc, c'est ça qui va, la première opération. Et l'autre chose qu'on a prévue cet été, avec une aide financière qu'on a eue, c'est qu'on va engager un agent de sensibilisation en environnement, quelqu'un qui est formé dans le domaine, qui connaît ça, puis qui est à l'aise avec le public. Là. Oui. Et donc, c'est une tournée des riverains. On fait le tour en face à face, pratiquement sur rendez-vous, de tous les riverains. C'est pas la police, là. C'est d'aller les présenter un guide. On a produit un guide d'information, présenter le guide. Qu'est-ce que ça a l'air? Peut-être que ces personnes-là vont être intéressées aussi à être les yeux pour le lac. C'est-à-dire, maintenant, qu'est-ce qu'on fait pour éviter que ça embarque dans le lac? Oui. Alors, donc, une tournée des riverains. 2 opérations qui se fait auprès de tout le monde ici autour du lac. Oui, dont la première le 19 mai. 19 mai, exact. Puis après ça, la tournée des riverains, les étudiants, ça va vraiment commencer à la mi-juin. Oui. Je dirais mi-juin, un peu autour de Saint-Jean-Baptiste, là, avoir un blitz là, jusqu'à la mi-août. Y compris des fois les fins de semaine, c'est faux quand les gens sont là, c'est ça l'idée. Hein? Oui, évidemment, puis peut-être en terminant, vous allez vous inviter en fait tous les visiteurs ou tous les gens qui louent peut-être des chalets avant d'embarquer leur bateau sur l'eau, c'est de venir ici au Club Nautique? Idéalement, oui, mais ce que vous dites, c'est important parce que le message qui est donné, c'est que ici, au lac Sept-Îles, il n'y en a pas de maillot-fil. Donc, ça ne peut pas faire autrement que venir d'ailleurs, de d'autres lacs. Alors, c'est des bateaux qui ont pu naviguer, ou des kayaks, ou quoi que ce soit, même des hydravions qui ont été ailleurs. Il faut que lorsqu'ils arrivent ici, au lac, il faut qu'ils soient très vigilants. Alors, notre message qu'on passe, c'est soyez à l'affût. Non seulement où vous allez, quand vous sortez du lac, faites le tour. Des fois, certains lacs ont des stations de lavage, mais qui lavent là-bas, là, puis quand ils arrivent ici, et ici, il y a une opération vraiment de prévention. On va les inviter possiblement à utiliser la descente ici au club, parce qu'on a quelqu'un qui est formé ici, qui va regarder ça. Donc, c'est un message, effectivement, pas pour dire au monde, venez plus au lac Sept-Îles, c'est pas ça, mais soyez vraiment à l'affût, vigilants, parce qu'il y en a beaucoup au Québec, on le mentionnait tantôt, 190 lacs au Québec, 42 en Estrie, dans les Laurentides. Puis il y en a dans la capitale nationale. Il y en a pas loin de chez nous, là. Hein? On le sait. Puis il y en a dans Port-Neuf. Oui. Alors, M. Marc Rondeau, merci beaucoup. Ça fait plaisir. À l'occasion de la toute première semaine de la presse et des médias organisée dans la province cette semaine, la Fédération professionnelle des journalistes du Québec, section Québec, organisait l'événement Vos journalistes sur le grill, qui avait lieu ce mercredi soir 1er mai au Grand Hall du pavillon Pierre Lassonde du Musée des Beaux-Arts du Québec. C'est sur la rue Grande Allée Ouest à Québec. 4 personnalités médiatiques bien connues se sont prêtées à l'exercice devant public. Ève-Marie Lortie, animatrice de Salut Bonjour Week-end à TVA. Jean-François Néron, journaliste pour Le Soleil. Guillaume Dumas, animateur à ici Radio-Canada Première. Et Karine Gagnon, chroniqueuse politique au Journal de Québec. L'animation a été confiée à Isabelle Porter, journaliste pour Le Devoir, et Alexandre Duval, journaliste pour Radio-Canada et président de la FPJQ, section Québec. Écoutons une entrevue audio par téléphone que nous a accordée le journaliste et président de la FPJQ, section Québec, Alexandre Duval, ce jeudi matin 2 mai. Alexandre Duval, bonjour. Bonjour, Michel. Alexandre, tout d'abord, quels sont vos commentaires de l'activité hier soir, justement intitulée « Vos journalistes sur le grill ». Qu'est-ce qu'on retient de cet exercice? L'objectif de vos journalistes sur le grill, c'était vraiment de permettre au public de poser toutes les questions qui s'est toujours posées au sujet du journalisme ou du monde des médias. Et c'est vraiment ce à quoi on a eu droit hier. En fait, on s'était dit dès le départ, il faut que ce soit sans masque ni tabou et que nos participants répondent avec toute la transparence possible. Et c'est ce qu'ils ont fait. Donc hier, on avait un représentant du Journal Le Soleil, Jean-François Néron, une personne du Journal de Québec, la chroniqueuse Karine
Gagnon, on avait l'animateur Guillaume Dumas à Ici Première et aussi l'animatrice de Salut Bonjour Week-end, Eve-Marie Lortie. Et on a eu des questions dans tous les sens hier soir, des gens qui nous posaient des questions sur c'est quoi être un journaliste, comment ça travaille un journaliste. Un journaliste, c'est à la recherche de quoi? Est-ce que c'est à la recherche de la vérité ou est-ce que son média a un agenda caché? Donc, on a eu droit à toutes sortes de questions hier soir, puis je pense que ça a été très instructif pour le public. Franchement, là, les journalistes ont parlé, je vous dirais, à cœur ouvert. Oui, et qu'est-ce que vous retenez? Vous avez animé, en fait, cette activité-là. Qu'est-ce que vous retenez, justement, d'important là, pour que les gens comprennent bien le métier de journaliste? Oui, effectivement, je co-animais l'événement avec Isabelle Porter du Devoir. Ce que je retiens de ça, c'est à quel point le journalisme, c'est un métier qui a plusieurs aspects. Puis ça, je pense que le public s'en est bien rendu compte hier. On avait une personne qui faisait de la chronique, une personne qui faisait du journalisme écrit, deux personnes qui font de l'animation, un qui est sujet à des normes journalistiques, donc Guillaume Dumas qui travaille pour Radio-Canada, et une qui ne l'est pas, Eve-Marie Lortie. Et ça, c'est intéressant parce que Eve-Marie l'a très bien exprimé hier. Depuis qu'elle est animatrice de Salut Bonjour Week-end, elle a dû démissionner de la salle de nouvelles de TVA. C'est-à-dire qu'à titre de journaliste, elle a remis sa démission, ce qui lui permet aujourd'hui d'être animatrice et de s'associer à des causes ou, par exemple, de tenir une tasse de café associée à une compagnie lorsqu'elle anime son émission le matin. Ça, c'est très intéressant parce que je pense que ça a permis aux gens de se faire une tête sur qui peut utiliser le titre de journaliste et qui ne peut pas le faire parce que vous savez comme moi que le métier de journaliste, il est balisé par des normes. Oui. Les normes peuvent varier d'un média à l'autre. À Radio-Canada, par exemple, on a les normes et pratiques journalistiques. Les intéressés peuvent trouver ça sur notre site web sans problème et ça vous explique toutes les normes auxquelles on est assujetti lorsqu'on travaille pour Radio-Canada. Mais la Fédération professionnelle des journalistes du Québec, qui n'est pas un ordre, mais une association, a aussi son code de déontologie et tous les journalistes qui adhèrent à la Fédération doivent se plier à ce code-là. Et c'est assez exhaustif, c'est-à-dire que ça donne beaucoup d'indices pour le public à savoir comment on travaille, avec quelles règles on travaille. Et effectivement, le métier de journaliste, il est balisé. Oui. Parlons de vos tâches à vous comme journaliste à Radio-Canada. Qu'est-ce que vous faites exactement? Moi, je fais un peu de tout, Michel. En vérité, dans la salle de nouvelles de Radio-Canada, évidemment, je suis journaliste sur le terrain, mais je fais aussi des dossiers un petit peu plus d'affaires publiques ou d'enquête, donc je ne suis pas toujours forcément dans l'actualité du jour, c'est-à-dire qu'il y a une bonne partie de mon travail qui est consacrée à téléphoner à des gens, éplucher des documents, parler à des sources, essayer d'aller, on me dit qu'il y a quelque chose là, peut-être qui se passerait à telle place dans la ville de Québec, je vais m'organiser pour aller voir est-ce que ça se passe réellement comme ça. Donc il y a une bonne partie de mon travail qui est axée sur les affaires publiques ou l'enquête, si vous voulez. Il y a aussi, évidemment, vous le savez, à Radio-Canada, on fait de la télévision, on fait de la radio, on fait de l'écrit avec notre site web. Donc, je fais aussi les trois plateformes. Des fois, je me retrouve à remplacer à l'animation de l'émission radio du matin ou de l'émission radio d'après-midi. Des fois, je lis des bulletins de nouvelles à la radio. Donc, je vous dirais que c'est assez varié, là, mais chaque fois que je fais ça, évidemment, je suis soumis aux normes et pratiques journalistiques de Radio-Canada. Si on veut faire le lien avec la soirée d'hier, là, le métier de journaliste, même quand on l'exerce de plusieurs façons différentes, là, vient avec des règles. Oui, bien entendu. Mais justement, pourquoi la Fédération professionnelle des journalistes du Québec sent le besoin, cette année, en 2019, de lancer une semaine de la presse et des médias? C'est sûr que la semaine de la presse, on l'a déjà vu ailleurs dans le monde, notamment en France. Au Québec, cette année, c'est la première fois. Pourquoi cette année, Michel? C'est une bonne question. Ce que je peux vous dire, c'est que en 2019, puis là, ça devient cliché de le dire parce que ça fait plusieurs années que ça existe déjà, ce phénomène-là, mais les sources d'information sont multiples pour les citoyens aujourd'hui, notamment à cause de la prolifération des réseaux sociaux. Si vous regardez votre fil Facebook, là, vous allez voir toutes sortes de choses. Vous allez voir des articles de presse, vous allez voir des blogs, vous allez voir des vidéos d'influenceurs, vous allez voir des memes, donc ces fameuses photos sur lesquelles on met un texte qui généralement est conçu pour faire réagir, soit pour choquer, soit pour faire rire. Vous allez voir tout ça et je pense que c'est plus difficile que jamais aujourd'hui
pour le public de départager qu'est-ce qui est de l'information, qu'est-ce qui vient des médias d'information et qu'est-ce qui ne vient pas de là. Donc, qu'est-ce qui est des sources diverses ou des sources alternatives. Et je regardais des statistiques récemment, là, il y a 75% pratiquement des jeunes Québécois de 18 à 24 ans qui s'informent à partir de leur fil Facebook et plus de 40% de l'ensemble des adultes québécois. C'est énorme et toutes ces personnes-là, y compris les journalistes, on est un peu, je vous dirais, exposés à cette confusion-là des genres qui peut amener des fois de fausses informations à être partagées puis à finir par faire partie des connaissances générales. Et ça, évidemment, les médias, nous, on lutte contre ça. Nous, ce qu'on veut, c'est de l'information juste, qui est basée sur l'expertise, qui est basée sur les faits. On est à la recherche de la vérité. Et donc, je pense que la semaine de la presse et des médias, elle est plus importante que jamais aujourd'hui, justement pour permettre aux citoyens de comprendre c'est quoi du journalisme, c'est quoi des médias d'information crédibles et reconnus, pour qu'ensuite ils puissent faire leur propre choix dans leur consommation d'informations. Oui, et justement dans la crédibilité de l'information qui circule sur le web ou Facebook, peu importe le réseau, est-ce que c'est de pouvoir avoir accès à la source de l'information, qu'on le sache directement? Est-ce que c'est une façon pour les gens de décortiquer le vrai et le faux? Bien, c'est sûr que, pour nous, la semaine de la presse et des médias, c'était une façon de permettre aux gens d'entrer en contact avec les journalistes. Ce qu'on voulait, c'était que le public ait un contact avec les gens qui produisent l'information pour comprendre le travail. Après, quand les citoyens se retrouvent sur Facebook, c'est là que le citoyen doit être éduqué pour être capable d'exercer son jugement. C'est-à-dire que si vous voulez consulter une source d'information qui n'est pas un média d'information reconnu, je veux dire, vous avez le droit d'écouter tel poste de radio où c'est pas nécessairement un journaliste qui vous parle. Vous avez le droit de regarder un blogueur qui n'est pas un journaliste. Vous avez le droit de consulter du contenu d'influenceurs sur Instagram, par exemple. Ça, je veux dire, évidemment que le citoyen a toute la liberté de faire ça, mais ce qu'il est important pour le citoyen de savoir, c'est à qui il a affaire et est-ce qu'il doit se poser des questions sur la véracité de cette information-là qui lui est transmise. Est-ce que c'est de l'opinion? Est-ce que c'est de l'information? Et ça, aujourd'hui, la frontière est mince. Donc, oui, c'est de prendre le temps de se poser les bonnes questions quand on est exposé à ce contenu-là. Oui. Et peut-être en terminant, Alexandre, quel avenir on voit du métier de journalisme et particulièrement en région? C'est probablement, vous le savez, c'est des années difficiles, énormément de quotidiens régionaux qui ont fermé ces dernières années. C'est difficile pour les radios communautaires aussi. Le métier de journaliste va toujours être nécessaire et je vous dirais qu'il est probablement plus nécessaire que jamais, justement à cause de cette multiplication des différentes sources d'information. Donc le journalisme, il est là pour rester, il est là pour servir le citoyen qui est confronté à une offre de plus en plus grande de sources d'information diverses. Mais c'est clair qu'en ville comme en région, ça prend une presse forte, ça prend des gens qui ne sont soumis à aucune pression, qui n'ont pas d'intérêt particulier, qui sont là pour rechercher la vérité, pour que les autorités publiques rendent des comptes, pour s'assurer de faire un suivi des dossiers d'actualité. Pour ça, il va toujours falloir des journalistes qui travaillent dans des salles de nouvelles et en ce sens-là, je crois que le métier de journaliste a un bel avenir devant lui, même si actuellement, on le sait, on traverse une certaine crise au niveau des revenus publicitaires, là, mais de par sa nature même, il est tellement nécessaire qu'il va survivre, ça c'est certain. Alexandre Duval, journaliste à la radio, à Radio-Canada et aussi président de la Fédération professionnelle des journalistes du Québec, section Québec. Merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir. Bonne semaine de la presse. Bonne semaine. L'encan chinois, bénéfice de la Fondation des services santé et sociaux de Portneuf, qui se tenait vendredi dernier, 26 avril, à la Maison des aînés, à l'Hôtel de Ville de Pont-Rouge, aura permis d'amasser quelques 7 500 $ de profit qui seront dirigés vers le projet Soleil, ma vie. Les participants étaient invités à acheter des numéros au coût de 5 $ chacun.
Tous les numéros vendus sont tirés au hasard et les gagnants choisissent à tour de rôle un des nombreux cadeaux étalés sur les tables. Les encanteurs chinois Philippe Moisan et Philippe Gasse ont assuré l'animation de la soirée qui était précédée du protocole d'accueil dirigé par le président de la Fondation des services santé sociaux de Portneuf, Michel Truchon. Les profits de l'encan seront dirigés vers le projet Soleil ma vie, un projet communautaire qui vise à aménager des espaces intérieurs ou extérieurs dans nos centres d'hébergement, les CHSLD de Portneuf, dans le but de faciliter et de renforcer les liens entre les jeunes et leurs aînés. L'installation de balançoires libellules, de boîtes de jardinage ou de pianos publics durant la saison estivale sont des exemples de projets. De plus, des jeunes âgés entre 12 et 17 ans seront formés par des membres de la Fondation Sony D Extrême et assureront une animation variée dans nos centres d'hébergement. Le tournoi de golf du mercredi 3 juillet, sous la présidence d'honneur de Denis Saint-Pierre, président de FPS, Formation Prévention Secours, sera la prochaine activité de financement de la Fondation des services santé et sociaux de Portneuf. Les 3 chambres de commerce de Portneuf se préparent à accueillir la semaine prochaine un autobus d'immigrants dans le cadre de l'événement Un emploi en solde québécois. Cette journée a pour but de promouvoir le comté de Portneuf comme milieu de vie et de travail pour des immigrants arrivés à Montréal. Une journée d'accueil et d'entrevue se tiendra le jeudi 9 mai prochain au Centre multifonctionnel Roland-Dion de Saint-Raymond. La période d'entrevue et de maillage avec les immigrants et les employeurs se tiendra le matin et l'après-midi sera consacré à une courte visite de la région. Les bénévoles qui ont gravité autour du projet de la forêt nourricière de Saint-Raymond seront heureux d'apprendre que Caroline Dufour-Larrivé a décroché la bourse Laure Waridel de 10 000 $ qu'elle utilisera pour publier un guide d'accompagnement pour l'implantation de forêts nourricières collective. Caroline est venue à la forêt nourricière de Saint-Raymond dans le cadre d'un important projet qu'elle a développé pour sa maîtrise en agroforesterie. Écoutons une petite vidéo qui nous parle justement de son projet. Caroline Dufour-Larrivé, je suis agronome et biologiste. Un jour, surtout en recherche, je suis devenue un peu désillusionnée de mon travail d'agronome et avec mon regard de biologiste. Donc, j'ai décidé de retourner sur les bancs d'école. Je suis retournée faire la maîtrise en agroforesterie à l'Université Laval. Je suis en train de terminer mon essai qui fait une revue littérature. En fait, c'est quoi les forêts nourricières, leur origine, leur importance et leur apparition au Québec. On va rassembler l'information pour qu'elle soit disponible, adaptée à nos conditions au Québec. On va répertorier les modèles qui sont existants, puis on va valoriser cette expérience-là pour que ça serve. Le projet rejoignait beaucoup les objectifs d'Équiterre, alors à créer des systèmes alimentaires plus durables. On voyait dans le projet de Caroline un projet vraiment axé terrain. L'idée est vraiment d'outiller d'autres à émuler ces projets et à faire en sorte que les forêts nourricières se répandent à travers le Québec. Le club optimiste de Saint-Raymond, la direction des enseignants de l'école primaire de la Grande-Vallée à Saint-Raymond, parents et amis des élèves, étaient réunis cette semaine pour l'activité oratoire devant public dans le cadre des visites d'entreprise de Saint-Raymond qui revient maintenant aux 2 fois par année, une à l'automne et une autre au printemps. 7 élèves de 6e année sont montés sur scène pour livrer en français et une partie en anglais leur exposé sur l'entreprise qu'ils ont visitée le 10 avril dernier. Une quinzaine d'entreprises ont accepté de recevoir des élèves ce printemps. Écoutons un extrait des performances de Logan Côté en français qui a rencontré Étienne Bédard de la concession Dalton Automobile et Corélie Vézina en anglais qui a visité l'entreprise, les impressions Borgia et la boîte à outils. Monsieur Bédard est directeur général. Il a 28 employés sous sa direction. Il travaille 8 heures par jour.
Puis il y a juste les vendeurs la fin de semaine. Puis il travaille là depuis 8 ans. L'école l'a préparé en ayant une bonne connaissance sur l'automobile et en général. Une bonne méthode de travail. Il a choisi ce travail-là parce que c'était relié à ses études. Puis c'est aussi à l'entreprise familiale parce que son père, c'est lui qui a fondé Dalton Ford. Il nous a fait une suggestion, c'est de s'instruire et apprendre l'anglais. Ça fait depuis 43 ans que l'entreprise existe. Sa fonction, c'est vendre la réparation de voitures, puis les clients, c'est partout au Québec. The English part right now. The other jobs in the business are graphic designers, journalists, sales representative, accountants, and a printer. What I like the most is when they did some business card for us, where it's writing our name and a future job that we want to do, our specialties, and our contact to join us. We were really welcome. We received all the information that we want, and it was very interesting. Des membres des Chevaliers de Colomb et des Filles d'Isabelle de Saint-Raymond ont remis un chèque de 2 900 $ à l'organisme d'aide SOS Accueil de Saint-Raymond suite au souper spaghetti bénéfice du 9 mars dernier. En fait, cette 7e édition du souper spaghetti bénéfice aura permis d'amasser au total 8 700 $ qui est divisé à part égale entre les Chevaliers de Colomb, les Filles d'Isabelle et SOS Accueil. La 8e édition du souper spaghetti se tiendra le 7 mars 2020. D'autre part, les bénévoles de SOS Accueil recevront les visiteurs dans le cadre de la traditionnelle journée porte ouverte ce samedi 4 mai de 9h à 16h. SOS Accueil est situé sur la rue des Ormes, une rue en face du casse-croûte Tiwi, sur la rive nord du pont Chaléfour. SOS Accueil a fait don de plus de 130 000 $ en nourriture et confectionné quelques 50 paniers de Noël en 2018 pour les personnes plus démunies. L'organisme vend des vêtements, des meubles, des livres, de la vaisselle, des jouets et autres provenant des citoyens. Les dons d'argent sont aussi les bienvenus. SOS Accueil existe depuis maintenant 48 ans. Les sorties culturelles et communautaires après la pause. Ce bulletin d'information vous est présenté par les Caisses Desjardins de la région de Portneuf qui sont fiers de mettre en valeur les initiatives des gens d'ici. Peter McLeod sera en spectacle à la salle Claudia et Bachère du Centre communautaire de Saint-Marc-des-Carrières. Ça se passe ce vendredi 3 mai à compter de 20h. Les billets sont en vente au coût de 45 $ auprès de la ville de Saint-Marc. Une rencontre intergénérationnelle pour lutter contre l'isolement social des aînés au Québec se déroulera ce samedi 4 mai de 13h30 à 15h30 à la salle des Chevaliers de Colomb à Ville de Portneuf. Sous le thème « On jase à Portneuf », des jeunes et intervenants du local des jeunes animeront les discussions.
Les 70 choristes du chœur, la chante harmonie sous la direction d'Hélène Sauvageau, présenteront le spectacle « Il est où le bonheur » ce samedi soir 4 mai à compter de 19h30 et le dimanche 5 mai à compter de 14h au centre multifonctionnel de Saint-Raymond. Les billets au coût de 10 $ sont en vente à la pharmacie Uniprix, Picard et Simard. L'auteur Jacques Sylvain et l'artiste peintre Christine Genet de Cap-Santé lanceront leur conte pour enfants intitulé « Passagères clandestines ». Ça se passe ce samedi 4 mai à 16h30 à la bibliothèque de Cap-Santé. Une lecture pour les enfants est prévue lors du lancement. Hubert Lenoir, le grand gagnant de l'édition 2018 du Gala de la Disque avec 4 Félix, sera en spectacle ce samedi 4 mai à compter de 21h au Théâtre des Grands Bois à Saint-Casimir. Les billets sont en vente sur lepointdevente.com. Le club de guitare invite les musiciens à son déjeuner ce dimanche 5 mai à compter de 9h30 au centre L'Ardoise, rue de la Montagne à Saint-Casimir. Les convives pourront écouter les plus belles chansons. Les 41 élèves en piano et expression vocale de l'école de musique Manon Chénard seront en vedette ce dimanche 5 mai à la salle Albert Fortier à Cap-Santé. Les jeunes seront sur scène à 14h et les adultes à 19h. Les billets au coût de 15 $, c'est gratuit pour les moins de 8 ans, sont en vente auprès des élèves ou à l'école de musique. La Société d'histoire de Pont-Rouge accueillera l'auteur du livre « Au cœur de la communauté », les Sœurs de la Charité de Saint-Louis à Pont-Rouge et au Québec. L'auteur, c'est Émilie Guilbeault-Caillé. Elle sera en conférence donc le mardi 7 mai prochain à compter de 19h à la salle Marcel Bédard de la place Saint-Louis et l'entrée est gratuite. Le souper bénéfice du 25e anniversaire de la Fondation d'aide aux sports amateurs de Portneuf, la FASAP, aura lieu le jeudi 9 mai prochain au centre multifonctionnel Roland-Dion à Saint-Raymond. Ce souper se déroulera sous la présidence d'honneur d'Andy Genois de Saint-Raymond, un footballeur membre du Rouge et Or, champion de la dernière Coupe Vanier. Les cartes au coût de 110 $ sont vendues par les membres du conseil d'administration de la FASAP. Et la collecte de canettes et de bouteilles de l'Association du soccer de Saint-Raymond se tiendra ce samedi 4 mai dès 9h. Ça se passe à l'Aréna de Saint-Raymond et les membres de l'Association du soccer remercient d'avance la population de préparer les caisses et les sacs à transporter. 2 policiers de la Sûreté du Québec de la MRC de Portneuf ont secouru 4 personnes le mercredi 24 avril dernier au nord de la Zec-Blanche, coincées par une inondation. Les policiers avaient reçu un appel vers 9h30 concernant une personne manquante qui se trouvait possiblement à son chalet avec 3 autres personnes. Après avoir parcouru près de 50 km dans un chantier forestier et se buter à une route complètement inondée, les policiers ont trouvé le véhicule de la personne recherchée submergé dans l'eau. Les agents ont actionné la sirène du véhicule patrouille et l'homme recherché a surgi en véhicule tout-terrain. Il a confirmé qu'ils étaient tous en santé, mais coincés à cet endroit dû à la route inondée. Les policiers ont ratisé le secteur et ont trouvé un pédalo qui aura servi à secourir les 4 personnes. Jean Cloutier, un résident du secteur Grondines à Deschambault-Grondines, a annoncé officiellement sa candidature au sein du Parti vert du Canada dans le cadre des prochaines élections fédérales dont le scrutin se tiendra le 21 octobre 2019. Jean Cloutier a déjà été chef du Parti vert du Québec en 2012, cofondateur d'un premier Parti vert municipal, le Défi vert de Québec en 2007 et candidat à 2 reprises pour le Parti vert du Canada dans Louis-Saint-Laurent en 2008 et 2011. Il est actuellement porte-parole de l'aile québécoise du Parti vert du Canada pour la grande région de Québec depuis plus de 2 ans. Nous y reviendrons, bien entendu.
Et un petit mot pour dire que la vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la capitale nationale, Mme Geneviève Guilbeault, a annoncé un nouveau programme qui vient remplacer le Fonds de développement économique de la région de la capitale nationale. Ce programme disposera d'une enveloppe de 21 millions additionnels sur 5 ans, une augmentation annuelle de 4,3 millions. On vise à faciliter la réalisation de projets qui favoriseront l'attractivité, la vitalité des communautés ainsi que le rayonnement de la région de la capitale nationale. Ça s'adresse entre autres aux organismes à but non lucratif, aux municipalités régionales de comté, à la communauté métropolitaine de Québec et au conseil de bande de communautés autochtones. Alors, ça complète Info CJSR pour cette semaine. Merci à Stéphane, Philippe et Tony, à la régie, à la caméra et au montage. Merci de nous suivre à chaque semaine via la télévision et sur le web. Et on se laisse avec des images d'une épreuve importante que les artisans de votre télévision communautaire CJSR a dû franchir le 1er mai 2017, il y a donc 3 ans, avec l'incendie majeur qui a détruit l'immeuble de Derry Télécom et les installations de la télévision CJSR à l'étage. Alors, et malgré tout, donc, CJSR a réussi à reprendre sa mission et de vous offrir de l'information et des émissions de qualité. Alors, bonne semaine.